tout est coupé, vous pouvez commencer. Bien. À la limite, toi, tu peux peut-être dire un petit peu, juste cadrer l'événement et dire la chaire, pourquoi on organise ça, et puis après on démarre, si tu veux, on peut faire comme ça. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Amélia Gustave. Je travaille à la chaire territoire de l'ESS, récemment créée. Et on voulait vous proposer ce premier format interview lié aux événements d'actualité en rapport avec l'économie sociale et solidaire et les territoires, en faisant venir Monsieur Jean Gattel pour nous présenter son livre. Il sera interviewé donc au cours de cet entretien par Timothée Duverger, qui est le responsable de la chaire territoire ESS et puis qui se présentera, qui a bien d'autres casquettes. Nous vous remercions donc pour ceux qui nous ont rejoints de bien couper micro et caméra pour ne pas perturber l'événement. Nous prendrons vos questions via le chat donc de YouTube Live ou le chat de Zoom. N'hésitez pas à réagir et puis je porterai la voix de vos réponses. Voilà, je vous remercie. Bon événement. Bon, mais bonjour, merci Amélia pour ce mot introductif. Merci à Jean aussi d'avoir accepté d'être notre le premier à passer sur le grill donc, de ces webinaires de la chaire Terre ESS. Donc pour son livre sur l'économie sociale et solidaire, un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir. Voilà, je le montre, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Donc ça, c'est le livre que vient de faire paraître Jean. Donc n'hésitez pas à l'acquérir, c'est déjà quasiment un best-seller, on était en train d'en discuter, mais on peut toujours faire mieux. Hein. Il y a encore de la marge avant d'arriver aux chiffres de Piketty, donc surtout vous l'achetez. Et sur cet ouvrage, donc, alors, Jean, d'abord peut-être 2 mots de présentation, mais en fait on aura l'occasion de fait d'y revenir au cours de la présentation. Jean aujourd'hui est très engagé, moi j'ai remarqué ça, sur le terrain de la formation, notamment à l'économie sociale et solidaire, également sur les liens méditerranéens, en fait, c'est-à-dire avec notamment les pays du Maghreb. Mais Jean aussi, il a été connu et il restera dans l'histoire aussi pour cette raison-là, puisqu'il a été le premier secrétaire d'État à l'économie sociale, hein, avec cette particularité, d'ailleurs on aura l'occasion d'y revenir, d'être secrétaire d'État à l'économie sociale et au développement local, et cela en 1984, hein, parce que souvent on parle de la loi de 2014 comme si elle avait tout inventé. Elle a de fait énormément, elle est marquante cette loi, mais il y a eu bien des antécédents, et vous voyez, finalement, 30 ans avant, eh bien, il y avait déjà, 30 ans, voilà, 30 ans, oui c'est ça, 30 ans avant, il y avait déjà des choses qui étaient faites, et un secrétaire d'État qui était très actif finalement sur ces terrains-là, avec ces liens. Là, pareil, la loi ESS avait mis en place les PTCE. À l'époque, il y avait des opérations de développement local qui étaient portées par les acteurs de l'économie sociale. Voilà, donc il y avait déjà, ces dynamiques-là sont très anciennes en fait, enfin très anciennes, ça reste relatif évidemment, mais en tout cas, il y a des antécédents, il y a un héritage qui trouve son actualité aujourd'hui, et on a donc la chance de recevoir Jean qui a traversé toute cette histoire et qui aujourd'hui continue à l'écrire. Je disais notamment dans ces liens avec le Maghreb sur lesquels il pourra sans doute revenir. Alors peut-être juste, je vais laisser la parole d'emblée à Jean. Alors je vous encourage à tous à poser des questions aussi, alors que ce soit peut-être via le chat dans un premier temps. Je relayerai évidemment vos questions, donc surtout vous n'hésitez pas. Et j'aurai moi une première question à Jean. Finalement, c'est pourquoi avoir écrit ce livre maintenant, voilà, qui est un livre à la fois qui traite l'héritage, justement, qui traite ton histoire, hein, qui a beaucoup fait donc, pour l'économie sociale, mais aussi l'actualité, puis tu projettes, c'est-à-dire tu donnes une véritable vision politique de l'économie sociale et solidaire, c'est d'ailleurs d'actualité. Donc voilà, tu tiens un peu les deux bouts, il y a une espèce de tension comme ça qui traverse le livre, on l'inscrit vraiment dans l'histoire, hein, du passé au futur. Et donc, de ce point de vue, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi, finalement, tu as écrit cet ouvrage maintenant. Qu'est-ce qui fonde son actualité? Pourquoi tu as éprouvé le besoin de t'exprimer sur le sujet aujourd'hui? Bien, merci Timothée. Je voudrais vraiment te remercier très sincèrement de m'avoir invité à ce petit forum dans le cadre de la chaire que tu animes à Sciences Po Bordeaux, hein, qui est une chaire particulièrement intéressante puisque on y parle à la fois de la dynamique des territoires et d'économie sociale et solidaire. Et je voudrais également remercier Amélia qui, sur le plan de l'intendance, a assuré d'une façon
remarquable et qui fait que nous sommes dans des conditions absolument parfaites pour ce premier échange. Alors, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, j'écrive le roman de ma vie, hein, et depuis 1984, hein, cette vie, elle est entièrement consacrée, en tout cas sur le plan professionnel, à l'économie sociale et solidaire, puisque c'est en 1984, comme tu l'as rappelé Timothée, que j'ai été nommé par François Mitterrand dans le gouvernement de Laurent Fabius, secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et du développement local. Et je suis resté 2 ans en poste, hein. J'ai essayé en particulier de comprendre pourquoi le président de la République avait décidé de créer un secrétariat d'État ayant cet intitulé. Et j'ai eu de longues conversations avec François Mitterrand pour qu'il m'explique ce qui était son dessein. Alors, je reprends tout ça donc dans la première partie de mon livre, hein, donc en faisant un historique, hein, de ma prise de fonction, hein, ce que j'ai trouvé, l'état des deux problématiques, hein, celle de l'économie sociale d'un côté et celle du développement local de l'autre. Comment j'ai essayé de faire passer des liens entre les deux. Et puis, je décline ensuite ce qui s'est passé dans les 3 familles de l'économie sociale, jusqu'à l'arrivée de Benoît Hamon comme ministre, hein, de plein exercice, hein. Moi, j'ai été le premier secrétaire d'État, lui, il a été le premier ministre de l'économie sociale. Et jusqu'à la loi donc qui porte son nom. Donc ça, c'est la première partie de mon livre, hein. C'est donc une partie très historique, hein, peut-être théorique pour certains, mais qui, je crois, peut intéresser beaucoup de militants qui travaillent sur les problématiques ou de l'économie sociale et solidaire, hein, dans toutes ses composantes mutualistes, coopératives, associatives et depuis la loi Hamon, les entrepreneurs sociaux et les militants qui travaillent sur le terrain pour développer, pour faire exister, pour faire vivre leur territoire, parfois dans des conditions très difficiles. Ensuite, il y a une deuxième partie du livre qui est en quelque sorte le présent et le futur de l'économie sociale, parce que moi, je suis très marqué par les différents livres qui sont sortis depuis 5 ou 6 ans et qui abordent le problème de la crise systémique l'humanité est dans laquelle l'humanité est en train de rentrer, hein. Et le premier bouquin qui m'a véritablement impressionné, je le dis d'ailleurs dans mon livre à moi, c'est le bouquin de Pablo Servigne sur comment tout peut s'effondrer. Et c'est là où véritablement j'ai pris conscience, parce que ce n'était pas tellement évident pour moi de l'imminence de la catastrophe systémique, hein, et du fait que nous étions dans une logique, hein, au niveau du système capitaliste, productiviste, libéral, dans une logique de contradiction suprême, puisque nous sommes dans un système de développement qui est basé sur le toujours plus, hein, toujours plus de croissance, toujours plus de consommation, toujours plus de production, alors que nous sommes confrontés à une terre, hein, qui, elle, est finie. Donc, il y a une contradiction qui est absolument qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas dépasser, hein, entre la réalité d'un modèle de développement économique, hein, qui est basé sur le toujours plus, et une terre, hein, qui, elle, est finie, hein. Donc, contradiction fondamentale, hein,
Marx avait vu les contradictions du système capitaliste, surtout par le fait qu'elle secrétait des conséquences sociales tellement insupportables que le système serait miné de l'intérieur par les forces sociales. Il ne pouvait pas bien sûr prévoir que le système arriverait à réguler les tensions sociales jusqu'à se maintenir jusqu'à maintenant, hein, et même accentuer encore sa pression, hein, par un capitalisme devenu global et total, hein, puisque tout est désormais dans le domaine de la marchandisation. Par contre, il ne pouvait pas prévoir, bien sûr, que l'une des contradictions serait la contradiction écologique et environnementale. Et au fur et à mesure de mes réflexions, je me suis dit, personne n'est capable d'opposer au modèle capitaliste actuel, productiviste, hein, un autre modèle. Et d'ailleurs, c'est pour moi une espèce de terreur intellectuelle parce que tout le monde est en train de crier au feu, hein, et d'annoncer, hein, les catastrophes imminentes liées au réchauffement climatique, liées à la disparition des espèces, liées à des phénomènes naturels de plus en plus insupportables, liées, et on est rentré vraiment comme ça dedans en février dernier à des pandémies mondiales dont plus personne ne pensait qu'elles pouvaient exister. Bref, on est dans un système dans lequel il y a une véritable rupture entre le vivant et la nature. Et je me suis dit que face à cette espèce d'inertie, hein, des forces politiques pour proposer un autre modèle de développement, il fallait que nous, militants de l'économie sociale, qui portons une autre façon de consommer, de produire, d'échanger dans un cadre qui n'est pas celui des sociétés de capitaux où la rentabilité et le profit font la loi, mais dans le cadre de sociétés de personnes qui sont tournées vers la solidarité et la protection de l'environnement. Il fallait véritablement qu'on montre l'actualité d'un développement à partir de l'économie sociale et solidaire, même si le développement de l'économie sociale et solidaire ne sera pas suffisant à lui seul, hein, pour dépasser le cadre du capitalisme néolibéral. Voilà l'idée globale de mon livre, hein, donc passé, présent et futur, hein. Et puis, il y a également un passage qui, je crois, n'est pas inintéressant sur la mondialisation de l'économie sociale, parce que enfin, les économistes ou les journalistes ou les gens qui font les médias sont complètement obnubilés par la mondialisation capitaliste, hein, la globalisation capitaliste, mais ils oublient, et cela on comprend pourquoi, hein, parce que ça dérange beaucoup de théoriciens libéraux, ils oublient qu'à l'heure actuelle, il y a également une mondialisation du modèle de l'économie sociale et solidaire, hein. Alors c'était déjà bien connu, en particulier avec les expériences du Québec, avec ce qui se passe en Amérique du Sud, hein, en particulier au Chili, en Bolivie, en Équateur, au Pérou, au Brésil, hein, tant qu'il était dirigé par Lula. Il y a bien sûr cette histoire de l'économie sociale du bassin méditerranéen nord, hein, avec des pays dans lesquels c'est entreprendre autrement qu'est l'économie sociale joue un rôle très très important, hein, que ce soit en Espagne, au Portugal, en France, en Italie, où on est à peu près sur les mêmes chiffres, hein, à peu près 12% du PIB et de 12 à 14% du nombre de salariés, la Grèce un petit peu moins. Et puis
j'ai constaté que le schéma avait franchi la Méditerranée, puisqu'il y a une énorme demande sur les politiques d'économie sociale au Maghreb et en particulier au Maroc, où j'enseignais jusqu'au début de la pandémie, puisque je dirige un master à Casablanca, à l'université Hassan II, un master d'économie sociale et solidaire et de microfinance, et que depuis le début de la pandémie, je n'ai pas revu mes étudiants qui étaient dans les derniers mois de leur master 2, avec l'originalité de ce master de Casablanca qu'il est couplé avec une pépinière d'entreprise d'économie sociale, c'est-à-dire que les étudiants qui ont un projet d'entrepreneuriat social peuvent basculer immédiatement dans une pépinière dédiée à la réalisation de leur projet. Mais tout le Maroc est en train de chercher un nouveau modèle de développement, et les politiques d'économie sociale et solidaire sont d'actualité dans les grandes villes universitaires. J'ai fait des conférences à Fès, à Agadir, à Tanger, à Oujda, à Rabat, à Casa, et même chose en Tunisie, ou même en particulier dans l'université de Tunis-Carthage et son laboratoire de recherche qu'est l'INTES, et avec cette surprise qui a été la mienne, que la Tunisie a déjà écrit une loi cadre sur l'économie sociale et solidaire, ce qui n'est pas le cas au Maroc et qui bloque d'ailleurs un certain nombre de développements du secteur, parce qu'ils ont revu complètement la loi sur les coopératives. Le secteur mutualiste se développe petit à petit, mais il y a beaucoup de difficultés à faire vivre des associations ayant une activité économique, parce qu'il y a un problème de statut juridique. Et en plus, le modèle de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire permettre à des jeunes gens, des jeunes filles de créer leur activité et avec des finalités écologiques et solidaires, est un modèle qui marche bien dans les pays du Maghreb. Voilà, Timothée, j'ai répondu à ta première question. Tout à fait, en balayant large, puisqu'on voit bien effectivement que, en fait, on a traversé là le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien, non seulement, tu es revenu sur ta première expérience et ta découverte, au fond, de l'économie sociale dans les années 80 avec le secrétariat d'État, et puis effectivement, maintenant, tu t'internationalises, donc, et avec effectivement une ESS, comme tu l'as bien rappelé, qui va du local, finalement, du développement local au global, et donc à cette autre mondialisation dont tu parles. Alors, dans ton livre aussi, je dirais, tu abordes l'économie sociale et solidaire véritablement, et tu l'assumes comme telle, comme une autre économie. Ça, c'est un point important. Tu sais qu'il y avait eu d'ailleurs, on peut lui rendre hommage à Philippe Frémaux qui nous a quittés Oui. il y a peu de temps. Il avait interrogé cette question. Il avait posé la question dans un ouvrage, est-ce la nouvelle alternative? Bon. Et c'est vrai que d'ailleurs, je remarquais que Denis Clerc, dans sa recension d'Alter Eco, que tu n'as pas dû manquer, dit tout le bien qu'il pense de ton ouvrage, mais fait la remarque d'ailleurs que tu ne notes pas forcément les éléments de banalisation de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire au fond les moments où elle perd sa spécificité et où elle ne constitue pas forcément un autre modèle. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, au fond, quelle est cette économie sociale et solidaire? Ce n'est pas l'ensemble de l'ESS dont tu parles. Quelle est cette économie sociale et solidaire qui porte cet autre modèle de développement? Et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu en quoi, au fond, c'est une autre économie? Et une question subsidiaire, c'est en quoi ça répond à des aspirations d'aujourd'hui? Parce que tu as commencé en citant le livre de Pablo Servigne, l'écologie notamment, et c'est vrai que l'ESS n'était pas forcément plus que ça positionné sur l'écologie jusqu'à une période récente. Donc voilà, en quoi l'ESS aussi peut répondre à ces nouvelles aspirations à travers l'autre modèle de développement qu'elle cherche à fabriquer.
Alors, je vais peut-être, pour répondre à ta question, revenir un petit peu en arrière et reconnecter les deux concepts d'économie sociale et de développement local, parce que dans mon premier exposé, je ne l'ai peut-être pas fait suffisamment. Lorsque j'arrive en 1984, hein, à mon secrétariat d'État, ce sont deux mondes complètement à part. Hein. L'économie sociale, d'ailleurs, française vient juste finalement de se reconnaître dans un concept commun, hein, puisque la première fois qu'on parle d'économie sociale pour réunir les trois familles constitutives que sont les mutuelles, les coopératives et les associations, donc des sociétés de personnes, hein, avec une adhésion volontaire et sans lucrativité. Euh, il n'y avait pas de concept globalisant, hein, sur ces trois familles. Elles menaient chacune leur développement. Hein. Les mutuelles sont nées à la fin du 19e siècle en réaction à la révolution industrielle et à la misère ouvrière et du prolétariat ouvrier qui avait besoin donc de sociétés d'entraide mutuelle pour s'épauler dans les coups durs, hein, la maladie, la mort, l'accident. Les coopératives sont nées beaucoup d'abord du domaine agricole, puis ensuite les SCOP également dans la première moitié du XXe siècle. Les associations gestionnaires sont véritablement rentrées sur le marché économique au fur et à mesure qu'elles devenaient des acteurs économiques à plein temps, hein, parce qu'elles occupaient des espaces que personne ne voulait occuper, hein, certainement pas le secteur privé, parce que c'était des secteurs qui n'étaient pas lucratifs. L'État le faisait un tout petit peu, mais avec des difficultés dans la réaction, hein, par rapport à la demande sociale émergente. Et c'est là où on voit bien l'arrivée des associations, hein, tout au long du XXe siècle dans des domaines clés qui sont le domaine sanitaire et social, hein, avec en particulier le vieillissement de la population, le problème de l'accueil des handicapés, le problème des services à la personne, et puis également dans d'autres secteurs en émergence au cours de ce XXe siècle, comme par exemple le tourisme social, l'éducation populaire, le sport, la culture, tous ces terrains qui ont été occupés par les associations, puisque la loi de 1901, finalement, est une loi d'extrême liberté qui permettait aux associations qui le voulaient de rentrer sur le champ économique. Ensuite, tout cela a été codifié dans les années 70-80, mais disons que lorsque je prends mon secrétariat d'État, le concept d'économie sociale réunissant ces trois familles est un concept extrêmement récent, hein, puisque tu le dis très bien dans ton bouquin, hein, il faut attendre la naissance du CLAMCA, le comité de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives en 78, si mes souvenirs sont bons, et la charte de l'économie sociale pour qu'enfin apparaisse ce concept de l'économie sociale, qui va ensuite s'institutionnaliser. Et là aussi, je suis obligé de reconnaître que tu as écrit de très belles pages, hein, avec le poids politique, hein, qui a été celui de Pierre Mauroy, dont on ne dira jamais à quel point il a joué un rôle déterminant dans le développement de l'économie sociale et en particulier du mouvement associatif. Hein. Il était président d'une plus grande fédération d'éducation populaire, hein, Léo Lagrange, hein, il a joué un rôle déterminant en créant la délégation à l'économie sociale et également en commençant à introduire le concept d'économie sociale dans la loi, en particulier celle qui crée les unions d'économie sociale en 1983. Et puis, en 1984, c'est le secrétariat d'État, et je prends un secrétariat d'État à l'économie sociale, donc avec comme première mission donnée par le président Mitterrand de le moderniser, de l'adapter. Alors, l'adapter juridiquement, ça a été fait par le Code de la mutualité. L'adapter juridiquement, ça a été fait également par certains aménagements au niveau du capital des SCOP. Ma volonté de créer un titre associatif pour permettre aux associations de se renforcer en fonds propres.
Donc, une modernisation de l'économie sociale demandée par le président et une volonté de faire jouer les synergies entre ces trois familles et en particulier de faire en sorte que les banques de l'économie sociale ne tombent pas dans le travers d'être des banques banales comme les autres, mais qu'elles essayent d'être les banques des deux autres composantes de l'économie sociale, ce qui est loin d'être encore fait. Et en plus, j'arrive dans un moment où l'économie sociale existante à installer est en proie à des secousses assez terribles, hein, puisque en 1984, j'hérite, vraiment c'était des cadeaux empoisonnés, hein, de la disparition de Manu France, hein, qui était quand même quelque chose d'extrêmement symbolique dans la mémoire française, hein. La disparition de la verrerie ouvrière d'Albi, hein, qui était également un symbole pour la classe ouvrière, puisque c'était une coopérative qui avait été fondée par Jaurès, hein, une SCOP. La disparition terrible pour les militants communistes de Tourisme et Travail, qui était une association très investie et très puissante dans le tourisme social, et puis le séisme causé par l'effondrement de la FNCC, la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, qui avait marqué des générations et des générations, puisque les petits magasins coop étaient un lieu extrêmement important dans la vie sociale des villages, et que la disparition de ce réseau de distribution a laissé d'ailleurs la porte ouverte à la grande distribution capitaliste Auchan, Carrefour, effondrement de la FNCC qui est essentiellement lié, hein, d'ailleurs comme un petit peu Tourisme et Travail, au fait qu'il manquait de professionnalisme parfois dans la direction et dans le management des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc ça c'est le premier point côté économie sociale. Alors le deuxième côté développement local, personne n'en parlait ou presque en 1984, hein. On était encore sur un schéma extrêmement jacobin où dominaient les politiques macroéconomiques décidées par Paris et qui se diffusaient jusqu'au territoire, et cela quelle que soit la spécificité du territoire. Et là aussi, c'est Pierre Mauroy qui joue un rôle extrêmement important dans la prise de conscience que peut-être il fallait inverser la logique, c'est-à-dire qu'il fallait que les citoyens dans leur territoire, au lieu d'être spectateurs de mutations économiques qui leur passaient par-dessus la tête, hein, et c'était le cas dans les années 80 avec la disparition progressive des charbonnages, de la sidérurgie, du textile français, des chantiers navals, première crise de l'automobile, d'essayer de devenir des acteurs. Et les politiques de développement local, lorsque se sont inscrites dans cette nécessité de reconstituer un tissu économique français à partir véritablement des besoins des territoires et de sortir d'une conception d'un développement économique venu de Paris et parachuté sur les territoires, ce qui est le rôle d'ailleurs de la Datar, hein. C'est vraiment une conception économique assez étrange, hein. Et les gens qui croyaient au développement local étaient très peu nombreux, hein. On attendait tout finalement d'un État, non seulement un État-providence sur le plan social, mais également d'un État entrepreneur. Et les nationalisations de 81-82 n'avaient fait que renforcer cette perception. Donc les quelques militants du développement local se comptaient sur les doigts de la main, hein. C'était généralement des élus, hein, très, très impliqués, hein, dans la deuxième gauche, hein, ce qu'on appelle au Parti socialiste la deuxième gauche, c'est-à-dire les militants très proches ou les élus très proches de Michel Rocard, hein, qui eux avaient une tentation girondine, hein, en quelque sorte, de faire en sorte que les citoyens deviennent acteurs de leur propre vie économique, hein, et ne soient pas simplement des spectateurs voués à regarder les gigantesques jeux sur l'échiquier mondial du capitalisme, d'abord national, puis ensuite international.
Et je pense à des gens qui ont été des précurseurs, hein, mon ami Jean-Pierre Worms, trop tôt disparu, mon ami Michel Dinet, trop tôt disparu également. C'est des gens qui ont été, et Georges Gontcharov, hein, pour la NDLP, qui lui est bien vivant, hein, heureusement, et qui d'ailleurs va sortir un deuxième bouquin sur le développement local après le premier bouquin publié par la NDLP, l'Association nationale de développement local et des pays, dont j'ai été président d'ailleurs pendant quelques années, et qui est devenu l'UNADEL. Et donc, il a fallu, pendant les 2 ans de mon secrétariat d'État, faire comprendre à l'économie sociale qu'elle devait véritablement s'impliquer dans ce développement des territoires, dans ce renouveau des territoires, hein, dans cette prise de conscience des territoires. Et inversement, il fallait persuader les gens qui étaient sur le terrain, dans les territoires, que l'une des formes économiques du sursaut de ces territoires passait par les entreprises de l'économie sociale. Parce qu'il y a des points quand même très, très similaires dans les deux démarches, hein. Elles viennent toutes les deux du local, parce qu'avant de devenir parfois de très, très grosses machines, hein, que Philippe Frémaux dénonce un petit peu dans son bouquin en disant que le gigantisme d'un certain nombre de banques, de mutuelles, de sociétés d'assurance à caractère mutuel les a privés de leurs valeurs fondamentales sur la gouvernance démocratique et sur le partage des décisions. Donc, à côté, il ne faut pas oublier quand même que l'économie sociale est née du local, hein. C'est d'abord du territoire que sont nées ces entreprises-là. Et le développement local, bien sûr, il est local par essence. Ensuite, ces deux concepts, hein, ils partagent des valeurs communes, hein, en particulier la démocratie, hein. Il doit y avoir la démocratie dans les entreprises de l'économie sociale, même si, comme je viens de le dire, hein, parfois certains l'ont oublié et qu'il faut quand même sans arrêt leur rappeler, hein. C'est surtout en particulier le cas des banques, parce que, mis à part le crédit coopératif qui est resté véritablement dans les valeurs de l'économie sociale, les autres banques ont dérivé sur le grand large du néolibéralisme. Et bon, on peut s'interroger d'ailleurs sur le fait qu'elles soient encore, de par leur statut, hein, dans l'économie sociale. Mais comme le disait très bien Philippe dans son bouquin, hein, statut n'est pas vertu, hein, et c'est pas parce qu'on est dans le statut de l'économie sociale qu'on met en accord ces principes et le faire, hein. Donc, les deux concepts portent les valeurs de démocratie, les valeurs de citoyenneté, hein, faire, en particulier dans les scopes, hein, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ce sont les salariés qui sont propriétaires de leur outil de production, hein. C'est une démarche extrêmement intéressante. Et bien sûr, dans des perspectives de solidarité auxquelles est venu s'ajouter, tu as raison de le dire, hein, récemment, depuis une dizaine d'années, hein, la prédominance, hein, de la nécessité du respect environnemental et des politiques écologiques. Autre point commun entre les deux concepts, hein, la gouvernance partagée, enfin elle devrait l'être, hein, aussi bien dans la gouvernance au niveau des territoires que dans les entreprises de l'économie sociale, et l'innovation, parce que finalement l'économie sociale a toujours été la première présente sur des terrains extrêmement innovants, et en particulier je pense à la reconstitution du lien social et d'éviter toutes les déchirures sociales causées par le système économique dominant, hein, en particulier par les associations, hein, qui jouent un rôle extrêmement important dans la prévention, la réparation, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, et également dans le fait de lutter contre la précarité, contre l'exclusion, pour réinsérer des gens en très grande difficulté. Bref, je suppose que beaucoup de nos interlocuteurs savent de quoi je parle. Donc, innovation dans des nouveaux secteurs, dans des nouveaux créneaux. Et on voit bien également que le développement local est à une phase de recomposition idéologique, hein, en particulier grâce
au PTCE, hein, tu y as fait allusion. Je fais également allusion au territoire zéro chômeur, hein, qui est quand même une très très belle réussite à l'heure actuelle en France. Et puis avec la création de nouveaux outils, comme par exemple les SIC, hein, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, hein, qui permettent, dans une perspective de développement du territoire, d'unir les forces de l'économie sociale et les forces de l'économie classique. Alors, dans tout ça, je parlerai tout à l'heure de l'entrepreneuriat social. Je m'arrête là pour le moment. Alors, je vais peut-être t'en poser une petite dernière et après on va laisser la parole à notre public, mais je vais essayer de rebondir aussi sur ce qu'ils ont déjà pu poser. Là, je voyais que Lucas demandait à un moment donné quel conseil pour convaincre des élus locaux. Alors là, il tirait sur macroniste ou de droite, si encore existe-t-il une différence. Bon, de l'importance de l'ESS et du développement local. Voilà, comment on convainc aussi l'autre camp quelque part, parce que toi tu as dit que tu étais parce que l'économie sociale, elle est plurielle en réalité. Elle n'appartient pas à un courant politique. Hein. Elle a été beaucoup portée par la gauche, beaucoup portée par les socialistes, tu l'as rappelé à travers ton propre itinéraire, mais évidemment sans exclusive. Donc comment on convainc finalement l'autre camp et comment faire consensus de ce point de vue ou pas, hein. Quelle est ta vision justement sur ce point-là? Voilà. Est-ce que tu peux nous répondre là-dessus? Puis après, on va prendre, il y a d'autres questions et je laisserai d'ailleurs la main à Amélia pour les relayer. Je vais être un peu brutal dans ta réponse, hein. Je pense qu'il y a antinomie totale entre un système libéral et l'économie sociale. L'économie sociale, elle n'est pas soluble dans le développement du néolibéralisme, hein. Le néolibéralisme, il repose sur la recherche du fric à tout prix, hein, au terme avec un processus d'exploitation des hommes et des ressources naturelles. C'est le contraire de toute notre philosophie et donc il ne peut pas y avoir, on ne peut pas convaincre les néolibéraux de la pertinence de l'entreprendre autrement. Ils n'ont qu'une seule vision qui est celle de la société de capital, hein, les SA, les SARL, mais surtout les SA. Ils ont un modèle classique, hein, dans la tête et donc tout ce qui peut être différent de ce modèle classique les dérange au plus haut point, à tel point qu'ils voudraient le faire disparaître. Et moi, je soupçonne un tout petit peu le gouvernement actuel de vouloir diluer la spécificité de l'économie sociale et solidaire dans un espèce de magma essayant de présenter le capitalisme comme transformable, rénovable, modernisable, en étant plus humain, plus ceci, plus cela, enfin des trucs qui moi me laissent incroyablement sceptique, hein, parce que on ne peut pas changer un système tel que le système capitaliste, hein, qui repose sur l'exploitation, qu'on le veuille ou non, hein, des hommes et de la nature, hein, en un système philanthropique. Ça n'est pas possible. Et ce que dans mon livre tu as dû voir, hein, c'est mes sérieuses réserves sur l'entrepreneuriat social, parce que j'ai considéré, je considère toujours que c'est un petit peu un cheval de Troie qui permet à une certaine forme de capitalisme de se refaire une virginité et d'essayer de montrer qu'on n'est pas si méchant que ça et que on considère l'homme comme une ressource fondamentale. N'empêche qu'on voit bien que dans les entreprises, il n'y a pas d'abord de partage équitable du profit dégagé, hein, de la plus-value dégagée, que jamais les dividendes n'ont été aussi élevés et que les salaires, au contraire, sont complètement bloqués. Et sur le plan de la gouvernance managériale, on voit bien qu'on est sous l'emprise d'une technostructure insupportable, hein, pyramidale, qui véritablement réduit les gens dans des postes de travail avec des nécessités de productivité à tout prix, avec un prisme hiérarchique qui broie les bonnes volontés, hein, et qui fait que tout le monde travaille en fonction de critères de rentabilité, de tableaux qu'il faut répondre, auxquels il faut répondre, enfin tout ça pour montrer, puisqu'on essaye
essaye même maintenant, hein, de mettre en chiffres, hein, l'utilité sociale, ce qui est véritablement pour moi le summum de la bêtise. Donc non, il peut pas y avoir de réconciliation. Et moi d'ailleurs, je ne le souhaite pas, hein. Je ne suis pas pour une économie sociale intégrée dans un monde capitaliste qui voudrait un petit peu se redonner des couleurs. Moi, je pense qu'il faut véritablement que nous nous présentions, mais ça n'engage que moi, hein. Je ne parle pas au nom des organismes officiels que sont les CRES, que sont ESS France, etc. Moi, je pense qu'il faut véritablement que nous soyons un levier de rupture avec le néolibéralisme qui, de toute façon, amène à la catastrophe économique. Donc, il faut bien qu'on trouve un autre modèle de développement. Voilà, je suis brutal, mais c'est comme ça. Non, hein. Ça fait 70 ans que ça dure et on ne va pas me changer maintenant. Tu as raison, on le comprend, il y a des courants au sein de l'économie sociale et solidaire, et tu défends la vision de l'un d'entre eux, qui est en réalité, historiquement aussi l'une de ses principales sources, bien sûr. Alors, est-ce qu'Amélia, tu peux prendre le relais peut-être pour les différentes questions qui sont posées, parce qu'il y en a déjà, je vois, plusieurs. Je vous propose effectivement de passer aux questions de l'Assemblée. Alors, on peut prendre des questions via le chat de Zoom et puis également, vous pouvez poser vos questions dans le YouTube Live. On commence par les questions qui ne sont pas des questions, c'est plutôt des salutations. Donc, Jean, vous avez des salutations de Belgique et du Mali. Je trouve ça sympathique de relayer également les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas en France. Une remarque également, donc qui n'est pas une question, mais qui de Monsieur Verger qui nous dit « Avec un livre comme le dernier de draperie russe de riche, l'initiative de la République de l'ESS de Jérôme Sadier et votre livre, tout me paraît aller dans ce sens, réinventer les liens ESS et territoire. » Donc, c'était une remarque, pas spécifiquement une question. Et puis, viennent deux questions en lien de Monsieur Grénaud qui nous demande si le changement d'échelle n'est-il cependant pas nécessaire, donc des entreprises de l'ESS, malgré toutes les dérives qu'il peut comporter. Sans renier ses origines locales, il semble que l'ESS ne puisse uniquement compter donc sur sa petite taille pour obtenir une voix au chapitre et une légitimité nationale, notamment avec les fameux 10% du PIB. Peut-être que ces chiffres un peu phares, 10% du PIB, permettent de parler à des non-initiés. Et enfin, une question sur votre position sur les entreprises à mission. D'ailleurs, juste une parenthèse, ce n'est pas 10% du PIB, c'est 6 à 7% du PIB et 10% de l'emploi, voilà, pour préciser, sachant qu'évidemment, le bénévolat, par exemple, n'est pas comptabilisé. Mais je laisse Jean répondre. Alors oui, dans le tableau que j'ai fait tout à l'heure de la mondialisation de l'économie sociale, j'ai beaucoup parlé du Maghreb, hein, surtout du Maroc, de la Tunisie, mais la Tunisie est dans une telle situation politique à l'heure actuelle complètement bloquée que je suis un petit peu pessimiste. Je ne parle pas de l'Algérie qui est toujours sous un couvercle qui fait que c'est très difficile de savoir exactement ce que vit la société civile dans ce pays. C'est vrai que dans l'Afrique subsaharienne, ça bouge également beaucoup, hein. J'ai fait une conférence internationale au Sénégal où il se passe vraiment des choses extrêmement intéressantes. Il y a d'ailleurs une ministre de l'économie sociale au Sénégal, ce qui est quand même tout à fait révélateur de la volonté politique du président de la République sénégalaise. Et puis, je sais qu'il se passe des choses en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin, au Burkina. Et donc, il y a une partie de l'Afrique subsaharienne qui effectivement est en train de prendre le relais sur ces thématiques de l'économie sociale. Alors, l'une des questions fondamentales et à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse, c'est
nous sommes dans une société où effectivement il y a une tendance à la concentration, hein, ne serait-ce que parce que parfois des innovations techniques nécessitent une concentration du capital, hein, et donc une espèce de nécessité de grossir, hein. Et est-ce que en grossissant, on peut tenir les principes de l'économie sociale de base, c'est-à-dire en particulier la gouvernance partagée? Ça, c'est un sérieux problème, hein. Je crois qu'un certain nombre de structures font la démonstration qu'elles le peuvent, en particulier dans des sociétés, dans des mutuelles, hein. Moi, je suis à la MGEN, hein, et à la Maïf, hein, comme tout bon enseignant que j'étais au début de ma carrière, hein. J'ai quand même l'impression d'être un militant qui participe à la vie démocratique de ces structures. Alors, bien sûr, pas au point où je voudrais, hein, parce qu'il y a différents échelons, le pouvoir est parfois capté par un certain nombre de gens qui se cooptent entre eux. Mais c'est très difficile, hein. On ne peut pas gérer une grosse structure en convoquant toutes les semaines, hein, il y a 1 million d'adhérents, de sociétaires, je crois, à la MGEN. Hein. On peut pas, mon ami Roland Bertillier, qui d'ailleurs vient de sortir un très très bon bouquin sur l'économie sociale et solidaire, hein, ne peut pas convoquer chaque fois que la mutuelle a un problème de fonds à traiter, c'est son million de sociétaires. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre. C'est pas facile. Je crois qu'il faut en avoir la volonté politique, mais surtout, je pense que le problème, c'est qu'il ne faut pas que les élus politiques de ces structures abandonnent leur pouvoir à une technocratie qui, elle, est complètement dépourvue de toute connaissance des valeurs de l'économie sociale, hein. La technocratie française, dont on voit bien qu'elle tient tout le pays à l'heure actuelle sur le plan politique, sur le plan économique et même parfois malheureusement sur le plan social, hein, issus des grandes écoles qui formatent les gens, qui les formatent de façon totalement économique, hein. Il n'y a pas un pouce de réflexion sur les problèmes sociaux, sociologiques, dans les façons managériales, hein, et je crois qu'il ne faut surtout pas que dans ces grosses structures de l'économie sociale, on laisse le pouvoir aux technocrates parce qu'il y a une espèce de collusion entre les technocrates de tous les pays, unissez-vous, hein, et qu'il y a une espèce de perte, hein, de la volonté politique et du choix politique, hein. Donc, c'est ça qui me paraît le plus important. Je voulais dire également, par rapport à la question précédente qui était posée, c'est moi, je souhaite vraiment, hein, que les élections présidentielles de 2022 se fassent sur des thèmes enfin sérieux, hein, c'est-à-dire en particulier quel modèle de développement on veut pour ce pays, parce qu'on ne va quand même pas aller vers la catastrophe finale sans avoir réfléchi aux moyens qu'on a encore, hein, pour quelques années, hein, je ne sais pas, une dizaine d'années, d'infléchir le cours des choses et d'éviter ce qui semble inexorable, à savoir une crise systémique totale, hein, que la pandémie démontre bien l'urgence, parce qu'on va trouver un vaccin contre la pandémie, c'est sûr. Mais trouver un vaccin contre le réchauffement climatique, la fonte des banquises et la disparition des espèces, on ne le trouvera jamais. Merci beaucoup, Jean. Alors, il nous reste 10 minutes. On va essayer de laisser ce format d'1 heure pour qu'il puisse être aussi accessible en replay au plus grand nombre. J'ai une question donc, qui vous demande, vous n'avez pas répondu, il me semble, à la question des entreprises à mission, ce que vous en pensez. Ah oui, Très j'en pense rapidement. rien. J'en Voilà, pense rien. rien. J'attends.
J'attends, je ne sais pas pourquoi on a introduit dans la loi Pacte les entreprises à mission. Il me semble que sur le plan juridique, depuis la loi Hamon, on est parfaitement clair, hein. J'ai essayé de comprendre les motivations des responsables de la Maïf, hein, qui ont décidé de devenir une entreprise à mission. Je n'ai pas été véritablement convaincu. J'aurais d'abord aimé qu'on me demande mon avis, hein, parce que je suis sociétaire de la Maïf depuis 40 ans. J'aurais quand même bien aimé être tenu informé du changement de statut de ma société d'assurance à caractère mutuel. Donc, j'attends, je vais voir ce que ça donne, mais je me méfie des effets d'annonce, des trucs comme ça, là, qui font pchit, comme disait le président Chirac, hein. Voilà, je suis très dubitatif sur le French Impact, sur toute cette espèce de mots anglo-saxons là qu'on nous sort, voilà, pour faire bien, pour être à la mode, en réalité pour calquer le modèle dominant du capitalisme anglo-saxon. Une autre question qui n'est pas sur les anglicismes, qui vous demande quelle est selon vous la place de la culture et des artistes dans l'économie sociale et solidaire? Ah ben, elle est fondamentale. Elle est fondamentale d'abord parce que la plupart des acteurs et des artistes, hein, que ce soit au niveau du théâtre, que ce soit au niveau des arts vivants, sont structurés par le mouvement associatif, hein. Moi, j'habite le Vaucluse, hein. Le Vaucluse, vous savez ce que ça veut dire Avignon, hein. Et l'ensemble du Festival d'Avignon, en particulier pour sa partie off, hein, je ne parle pas de la partie in qui est élitiste et c'est bien qu'il y ait des pièces élitistes, hein, mais la majorité du bouillonnement culturel du Festival d'Avignon vient du off, et le off, il est géré par le mouvement associatif, ce qui fait d'ailleurs que dans cette ville d'Avignon, il y a à peu près 20% de la population active qui travaille dans le secteur de l'économie sociale, à cause précisément de l'existence du festival et de la présence des associations. Et puis, tous les problèmes qu'on vient de poser, hein, ils ont bien sûr, hein, c'est toujours j'emprunte encore à la pensée marxiste, hein, les infrastructures, elles créent des superstructures, c'est-à-dire qu'elles façonnent les mentalités, elles façonnent les façons de faire. On voit bien qu'à l'heure actuelle, il y a véritablement une volonté de faire en sorte que les citoyens que nous sommes deviennent de plus en plus dépourvus de tout sens critique, hein, et on le voit bien en plus dans les jours qui viennent là, hein, qu'on est en train de traverser, où on nous fait avaler des lois sécuritaires, hein, immédiatement là au nom de la pandémie, hein, et de la nécessité d'être de la vigilance. Oui, mais on ne peut pas faire l'abstraction que nous sommes une société républicaine, hein, dans laquelle doit d'abord s'exercer le libre arbitre, hein, dans la liberté d'expression et le sens critique, hein, auquel étaient tant attachés, hein, les révolutionnaires comme ceux de la Convention de 1793. Donc oui, la culture toujours, encore, et moi je suis mais véritablement catastrophé de voir qu'on a touché pendant cette période du confinement aux libraires. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette conception d'un État qui laisse Amazon et les grandes surfaces, Auchan, Carrefour, qui brassent des milliards et des milliards d'euros, et qu'on ferme les librairies comme si le livre et comme si la culture n'était pas un produit de première nécessité. Le fait de refuser la culture, c'est le signe des régimes totalitaires. Voilà, j'en dirai pas plus. On va Amélia, je suis un finir peu peut-être. violent là, hein. Non, c'est une forme de conclusion. Peut-être on a encore 5 minutes. On a 2 questions qui viennent. Alors, il va falloir essayer d'y répondre de façon concise. On a une question qui demande quels sont les meilleurs moyens pour résister aux forces qui poussent à la banalisation de l'ESS. Et une question peut-être plus politique, qui pour porter ce projet politique en 2022?
Bah, j'aurais qu'un mot, c'est la phrase de Stéphane Hessel, hein. Il faut s'indigner, il faut s'indigner sans arrêt, il faut résister, il faut s'organiser, il faut organiser la résistance. On voit bien qu'elle passe de moins en moins par les partis politiques traditionnels, hein, qu'elle passe par des expressions de la société civile, hein, qui fleurissent un petit peu partout, hein. Et donc il faut effectivement que cette société civile continue à ne pas accepter l'arbitraire, les dictates d'une technocratie qui est complètement dépassée et d'élus qui sont complètement déconnectés de la réalité. Enfin, c'est ahurissant, quoi, hein. La déconnexion entre les débats parlementaires et les discours du président de la République et puis ce que vivent les gens sur le terrain dans ce mois de novembre 2020, alors que les gens sont en train de tomber dans la pauvreté, qu'il y a de plus en plus d'exclus, de précarité, de pauvreté. On a un discours, mais vraiment lénifiant, qui cache les choses aux gens. Tout ça, il faut absolument que ça cesse, quoi. Il faut que les citoyens reprennent la parole. Alors, les partis politiques, il faut qu'ils fassent leur aggiornamento aussi, hein, et qu'ils se rendent bien compte que c'est pas dans la bureaucratie d'un parti, quel qu'il soit, que se décide le sort de notre pays, mais en associant toutes les forces vives, les forces qui bougent, hein. Bon, le spectre à gauche est quand même largement suffisant pour que chacun puisse voir où se trouve à ses yeux le lieu le plus pertinent de la résistance, hein. Mais moi, je suis très inquiet, hein. Je constate un glissement sur la droite de l'ensemble des élus de ce pays, hein. Le Parti républicain, et on le voit bien dans le débat à l'heure actuelle sur les problèmes sécuritaires, est en train de glisser sur les thèses du Front ou du Rassemblement national. LREM bascule à son tour sur les thèses des républicains qui sont calquées sur les thèses de l'extrême droite. Tout ça m'inquiète énormément, hein. Je sens une trumpisation de la société française, hein, qui est en plus accélérée par la dégénérescence d'un certain nombre de médias, hein, et puis le fait que effectivement la perte de l'instruction civique, la perte des les repères les plus élémentaires d'une république, hein, la perte même du rôle de l'enseignant, dont on a bien vu avec l'affaire de Samuel Paty à quel point il ne jouait plus dans la société le rôle qui a été le leur, hein. Moi, je suis un enfant, un pur produit de la République. Ma mère était une immigrée italienne, hein. Si je suis arrivé là où je suis, c'est grâce à l'école de la République. Eh ben, il faut refonder l'école de la République, il faut refonder les services publics. Il y a tout un travail de résistance à ce que le néolibéralisme nous a inculqué et qui a tué progressivement beaucoup de choses. Merci en tout cas, Jean. On arrive au bout de ce premier entretien de la chaire. On a pu quand même aborder pas mal de sujets. Merci. Voilà, exactement. J'allais le faire en plus. Je me prends de vitesse. Je l'ai fait au début, je comptais le refaire à la fin. Donc effectivement, il y a le livre, je vous renvoie au livre de Jean, L'économie sociale et solidaire, tout ce qu'on a développé là, c'est-à-dire un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir, hein, ce qui passe par l'indignation, on l'a bien compris, et la résistance. Et donc, merci vraiment à toi pour tout pour nous avoir livré, voilà, ton expérience et tes réflexions. Voilà, je crois que c'était les deux dimensions et les deux apports absolument majeurs là, que tu as pu faire aujourd'hui. Merci à toutes et tous aussi d'avoir assisté et participé à ce premier webinaire. On teste la formule, on fera en sorte de l'améliorer. N'hésitez pas d'ailleurs à nous en faire le retour, hein, à moi comme à Amélia. J'en profite pour remercier également Amélia pour toute l'organisation. Et puis, je vous invite également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, puisqu'on reproduira en fait la formule. Donc, on est sur Facebook, Twitter et LinkedIn, hein. Maintenant, il y a même la chaîne YouTube. Je pense qu'on pourra y stocker les contenus et du coup, vous pourrez revoir
si vous n'avez pas pu assister à l'intégralité des échanges, l'entretien avec Jean. Donc, merci encore, Jean, de ta C'est moi présence. qui te remercie, Timothée. Bravo pour tout ce que tu fais. Hein. Merci. Et merci Et à bravo à toi, Amélia. Merci à bravo à toi. Amélia. Et merci à Amélia. Et puis, à très bientôt. Alors, bonne fin de journée. Et à très Merci, bientôt, Jean. merci. Au revoir et Au revoir. protégez-vous bien. Tout à fait.